sera suffisamment bas, ils vont ramasser les morceaux. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant au Congrès des États-Unis? Les banques, on leur a donné 700 milliards de dollars plus, parce qu'il y a eu d'autres... il y a eu toute une série d'autres actions. Je crois qu'on est rendu à 5 trilliards en ce moment. Pardon? Je crois qu'on est rendu à 5 trilliards. Je ne crois pas que ce soit autant. Je pense que c'est dans les 2 000 milliards de dollars, quelque chose de ce genre-là. C'est incroyable. 700 milliards, plus un autre 200, etc. Mais bref, c'est des montants astronomiques. C'est ça. Et ces montants-là, maintenant, qui sont versés, on dit que c'est une participation de l'État dans ces compagnies, mais en réalité, c'est de l'argent qui leur revient, c'est de l'argent liquide. Oui, c'est ça. Avec cet argent-là, ils peuvent aller racheter les actions des compagnies en difficulté, qui, de toute façon, ces actions sont déjà déprimées. Alors, ils y gagnent de tous les côtés. L'action tombe de 80%, alors ils rachètent ça à 20% de la valeur réelle, ou éventuellement peut-être un peu plus que ça. Et en plus, ils le font avec l'argent du contribuable. Alors, on a un double effet. On a une situation où réellement, et l'autre aspect, c'est que ces compagnies du secteur réel comme General Motors sont lourdement endettées à l'endroit des mêmes institutions qui sont impliquées dans les opérations spéculatives. Alors, ce qui se passe, c'est que les créanciers, qui sont les grandes banques et les grandes entités spéculatives, vont prendre en charge l'économie réelle. Je devrais mentionner que cette économie réelle est déjà depuis un bon nombre d'années contrôlée par les banques. C'est pas une transition qui s'est faite du jour au lendemain. Non. Mais bref, il y a une certaine... Une consolidation du pouvoir et consolidation aussi du système financier entre les mains de quelques acteurs, là. Mais alors, vous prenez par exemple, JP Morgan est intégré aux compagnies de pétrole. C'est ça. Alors, mais là, ce qu'il faut qu'on comprenne, c'est que, du point de vue historique, c'est la plus grande concentration de richesse de l'histoire. Bon, c'est évident, de l'histoire du capitalisme, mais il n'y a rien avant la concentration de richesse, elle était d'un autre ordre. Et elle se fait très rapidement, contrairement à ce qu'on a vu durant les 20 dernières années. Si on regarde la période des Reagan, des années 80, on avait les OPA, les fusions d'entreprises, où effectivement tout le paysage économique et financier a été balayé. La petite entreprise a été en partie liquidée, ou elle a été intégrée comme sous-traitant. C'est souvent par le système des franchises. Alors, on le voit au Québec. Autrefois, on avait une petite entreprise qui était là, des services indépendants. Maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a les grands espaces, les centres d'achat, et l'entreprise locale, elle est en franchise avec une grande société de distribution. Alors ça s'est fait durant les 20 dernières années. Fusion par fusion, concentration de la richesse, prise en charge de secteurs comme Walmart maintenant devient un des principaux vendeurs au détail et déplaçant d'autres, bien sûr. C'est dans tous les domaines aussi, c'est dans la médecine, dans les médias, c'est... Absolument. Donc il y a eu une concentration dans l'économie réelle et dans le secteur bancaire qui s'est fait sur une période d'environ d'une vingtaine d'années. Et là, on a, en l'espace de quelques mois, un phénomène absolument diabolique où des compagnies comme General Motors et Ford s'écroulent et sont prises en charge par les spéculateurs, en quelque sorte. C'est ça. C'est ça le mécanisme. Alors, alors, si on regarde les autres implications, d'une part, on a un gonflement de la dette publique qui est absolument, de nouveau, énorme. C'est quand même, il faut le mentionner, au Québec, il y a une campagne électorale
et on est en train de parler de millions par-ci, millions par-là, sans comprendre que de 75 milliards de dollars consentis aux banques à charte canadienne par le gouvernement fédéral, sans débat parlementaire, aux États-Unis, il y en a eu. Il y a eu quand même une loi au Congrès. Ouais. Chez nous, on a tout simplement dit, 3 jours avant les élections, on a consenti 25 milliards et la semaine dernière, un autre 50. Voilà. Alors, on est à 75 milliards et il n'y a pas eu de débat, il n'y a pas eu de décision à ce sujet. Mais le pire, c'est que on ne comprend pas qu'un montant de cette envergure bouleverse toute la structure des finances publiques au niveau fédéral et provincial. Bon, ben là, c'est parce que moi, j'aimerais toucher un point, M. Chosowski, qu'il y a bien peu de personnes qui comprennent, mais qui est vraiment le cœur de ce système-là. Puis je crois que vous y en venez, là, mais je ne sais pas si vous allez vraiment toucher le bobo. Mais la Banque centrale du Canada, donc la Banque du Canada, est gouvernementale, sauf qu'au lieu de créer de l'argent, on va l'emprunter à des banquiers privés. Donc, on va être obligé de la rembourser, cet argent-là, avec des intérêts. Puis la Fed aux États-Unis, c'est encore bien pire, parce que là, on sait qu'elle est contrôlée par des banquiers privés. Donc, quand on met 700 milliards de dollars dans les mains des banquiers, en fait, on vient d'aller emprunter 700 milliards à des banquiers privés qu'on donne à d'autres banquiers, et puis on donne... C'est exactement ça qui se passe. C'est que l'émission de 700 milliards de dollars, parce que d'abord, c'est une opération au niveau des finances publiques. On doit faire... le 700 milliards apparaît comme une composante de dépenses. Okay? On appellera... On n'a pas ce 700 milliards-là. Là. Ça va apparaître quelque part dans les comptes, dans les finances publiques, comme une dépense courante. Bon, est-ce que ça va tout être dépensé en l'espace de quelques mois? Ça, c'est pas... Ça, on ne le sait pas. C'est secret, en fait, ils veulent pas que le peuple le sache. Mais le problème, c'est qu'aussitôt qu'on commence à engager ces dépenses auprès des banques, on va devoir augmenter la dette. On augmente la dette publique, il faudra la financer, cette dette publique. Comme vous dites, la création monétaire par la Banque centrale implique des opérations au titre de la dette parce que la Banque centrale ne prête pas au gouvernement. Ça, c'est la nouvelle norme. Autrefois, oui, alors la dette devenait en quelque sorte interne au gouvernement. Mais là, on a une situation où automatiquement, lorsqu'on donnera 75 milliards de dollars aux banques au Canada, on va devoir financer on doit faire deux choses. Soit qu'on augmente la dette publique de 75 milliards de dollars, ou bien on coupe dans les dépenses, ou on fait les deux. Et moi, je pense qu'on va faire les deux. Et le problème, c'est que aussitôt qu'on commence à faire ça au niveau d'une procédure de coupure et d'endettement, on aura un phénomène d'entraînement qui mènera à un élargissement de cette dette publique, parce que, bon, si vous coupez dans les dépenses publiques, vous mettez à pied des travailleurs qui sont mettons, dans santé, éducation, vous avez moins de contribuables, vous avez moins d'appui à l'entreprise privée, mettons, vous avez toute la difficulté maintenant du secteur réel. Alors, la crise qui s'annonce va mener d'abord à l'effondrement qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas d'opérations de sauvetage des banques, il y a une crise des finances publiques parce qu'il y a moins de personnes qui paient des impôts. Tous les gens qui sont mis à pied, qui perdent leur emploi, ne sont plus des contribuables. Exact. Et par conséquent, la masse d'impôts, de revenus de l'État va être affectée. Et le deuxième aspect, c'est que c'est au niveau du financement de cette opération de sauvetage, à savoir si on veut donner 75 milliards de dollars aux banques, soit on s'endette, mais il y a une limite aussi.